Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Prix Nobel de littérature en 2008, l'un des plus grands auteurs de la littérature contemporaine francophone. Un hommage vibrant lui a été rendu à l'occasion d'une cérémonie organisée par l'Académie du Royaume du Maroc. Un hommage à un auteur qui a su faire de l'écriture un voyage, une ouverture sur l'infini et une exploration de la condition humaine. Jean-Marie Gustave Leclisio, vous êtes avec nous ce soir, notre invité. Vous êtes écrivain, c'est un plaisir de vous recevoir avec nous. Bonsoir Myriam. Alors, vous êtes écrivain depuis un certain nombre d'années, comme je viens de le dire en préambule, prix Nobel de littérature en 2008. Quels sont les lieux, les cultures et les rencontres qui ont le plus marqué votre vie et vos écrits? Les deux rencontres ou plusieurs? Plusieurs. Plusieurs. Il y a toutes sortes de rencontres. Une de celles qui me frappe et dont j'aime me souvenir, ça remonte à quelques années, c'était au Maroc. C'était une rencontre avec une dame qui s'appelle Eshemna. Et cette dame s'occupait des filles perdues du Maroc. Et donc, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle était invitée parce que quelqu'un avait écrit sa biographie. Et j'étais très frappé par la force de caractère de cette personne. Et donc ça, c'est une des rencontres qui a beaucoup compté pour moi. Et dans le même ordre de rencontre, une dame que j'ai rencontrée au Mexique qui s'appelle Rigoberta Menchú, qui a eu le prix Nobel, je crois, de la paix, il me semble. En tout cas, qui a reçu un grand prix au Mexique à l'époque et qui s'est occupée de la défense de la population indigène au Guatemala. Et donc, ces deux personnes, qui sont des femmes, m'ont impressionné par l'assurance qu'elle montrait, la force de caractère, la capacité de résister aux pressions et de réaliser ce qu'elle voulait faire. En tout cas, aujourd'hui au Maroc, un hommage vous a été rendu en tant qu'écrivain par l'Académie du Royaume du Maroc. Aujourd'hui, quelles impressions cela vous fait? Vous avez reçu d'ailleurs un prix, je pense, donc lors de cet événement de 3 jours. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, cette consécration? J'ai été très touché par cette réception qui s'est tenue à l'Académie du Royaume du Maroc, parce que ça a été fait de façon assez simple. Et c'était en fait une rencontre avec des professeurs qui avaient soit étudié mes textes, soit qui avaient écrit sur ces textes, et des étudiants, étudiantes, doctorants et doctorantes qui travaillaient sur mes livres. Donc il y avait quelque chose de familier, ce n'était pas du tout impressionnant, c'était assez amical et convivial. Et donc j'ai beaucoup apprécié le caractère spontané de ces rencontres. Quel rapport avez-vous aujourd'hui avec la littérature de manière générale? Pour moi, la littérature n'est pas un luxe, je pense que c'est quelque chose qui a trait au sentiment amoureux, au sentiment de générosité. C'est quelque chose qu'on partage. Donc je crois beaucoup aux vertus pacifiques et curatives de la littérature. Et je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin qu'en ce moment. La littérature qui a donc plusieurs vertus. Vous avez plusieurs années d'expérience, grand écrivain. Comment votre expérience de vie à l'étranger, notamment en Afrique, a influencé vos écrits? L'expérience qui a frappé ma vie, c'était la guerre. Je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était une expérience très difficile parce que les enfants étaient confinés, n'avaient pas le droit de sortir. Il n'y avait rien à lire, on n'avait pas de livres, on avait très peu à manger. J'étais séparé de mon père parce qu'il était en Afrique. Et à l'issue de la guerre, j'ai pu aller rencontrer mon père en Afrique et j'ai été ébloui par le personnage de mon père. D'abord, c'était la première fois que je rencontrais mon père, et par l'Afrique, qui était un pays de générosité, de partage, alors que nous vivions petitement, méchamment et sous la malédiction de la guerre. Nous arrivions dans un pays libre et généreux
et où tout était à profusion, les fruits, les sourires et la musique. Et justement, quel rôle joue la nature dans vos œuvres? Quelle relation établissez-vous entre l'homme et la nature? Je crois que ça date aussi de cette époque, parce que je sortais d'un univers urbain. J'ai passé la guerre dans une petite ville très minérale qui est Nice. Bon, il y avait la mer, mais on avait construit un mur bariolé pour empêcher de voir la mer, parce que les Allemands avaient peur qu'on fasse le débarquement par là. Donc, pas de nature, en fait. Mais après 1 mois et demi de bateau, qui n'était pas tout à fait plaisant, j'ai découvert un pays vraiment extraordinaire, où les arbres mesuraient 100 mètres de haut, où les termitières mesuraient 10 mètres de haut, où il y avait des animaux, des vautours dans le ciel, des cynocéphales qui circulaient dans les champs, des serpents. J'ai appris que les serpents n'étaient pas dangereux. En fait, les serpents sont amicaux. S'ils viennent vous voir, c'est par amitié. Ils ne viennent pas vous voir pour vous attaquer. Et donc, j'ai découvert cette proximité avec la nature en Afrique. Et ça m'est resté, je pense. Dans vos écrits, en tout cas, vous abordez plusieurs thèmes de manière générale, l'exil, le voyage, la quête de soi. Pourquoi est-ce que ces sujets sont importants pour vous? Je crois que je n'ai pas conçu ma vie autrement que comme un voyage. Parce que, naissant à Nice un peu par hasard, mon père était en Afrique, ma famille était à l'île Maurice, une autre partie de ma famille était un peu partout dans le monde, même il y avait des éléments de ma famille au Maroc à l'époque. Donc pour moi, le monde était à moi, je pouvais aller partout. J'ai allé partout, partout je trouvais de la famille et je pouvais être reçu, peut-être pas à bras ouverts, mais reçu amicalement. Donc ce sentiment que le monde m'était offert. Maintenant, c'est un sentiment qui devient de moins en moins possible parce qu'on a fermé les frontières, on a rendu les voyages difficiles. Donc c'est plus la même chose. Est-ce que vous dénoncez cette fermeture du monde dans vos écrits? Oui, je crois que ça, en tout cas, cet élément-là a beaucoup compté dans ce que j'écris. Je crois que j'ai écrit d'abord pour voyager, premièrement. D'ailleurs, mon premier roman que j'ai écrit quand j'avais 8 ans, parce que j'allais en Afrique et que dans le bateau, on s'ennuyait un peu. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Un long voyage ». Ça a été mon premier roman. Très représentatif de la situation. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour moi, la littérature et d'une façon générale, mon rapport à la vie, c'est l'idée d'aller voir ailleurs, d'aller voir les autres, de les rencontrer, d'essayer de faire comme eux, de m'adapter. Je crois qu'on n'a pas... C'est pas un luxe, voyager, c'est simplement quelque chose qu'on doit faire avec détermination. Est-ce que vous avez pu vous adapter facilement aux différentes cultures, notamment la culture africaine? Oui, pour l'Afrique, il n'y a pas eu de problème. J'avais que 8 ans, donc à 8 ans, on s'adapte très bien à tout. J'ai eu un peu plus de difficultés à m'adapter à certains pays. Les États-Unis, par exemple, où je vis depuis assez longtemps maintenant, de façon régulière, c'est un pays qui me fait peur en même temps. Je n'ai jamais perdu l'idée que quelque part, quelqu'un dans la foule a un fusil et qui va tirer. Ça n'arrive pas tous les jours, mais enfin, c'est un sentiment que je n'ai pas dans un pays comme le Maroc, par exemple, ou dans certains pays d'Asie ou d'Afrique. Comment expliquez-vous aujourd'hui l'importance de la mémoire et de l'histoire dans vos écrits? Oui, Marcel Proust, qui est un des auteurs appréciables dans la littérature française, a dit « Il n'y a pas d'imagination, il n'y a que de la mémoire ». Mais j'ai envie de dire « Il n'y a pas de mémoire, il n'y a que de l'imagination », parce que je crois que la mémoire, ça se construit. On a des éléments qui sont quelquefois proviennent des rêves, des lectures ou de ce que les autres vous ont dit, et on se sert de tout ça pour composer quelque chose qu'on appelle la mémoire. Donc je crois que c'est une création, la mémoire. C'est l'imaginaire. L'imaginaire, c'est la mémoire, justement. Et la mémoire, c'est l'imaginaire. Les deux sont reliés. Comment voyez-vous aujourd'hui le rôle de l'écrivain dans la société actuelle contemporaine? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si on peut être optimiste, pessimiste ou peptimiste. Je ne sais pas quelle est la position qu'il faut choisir. Très souvent, je rencontre des éditeurs qui me disent « Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un des derniers ?»
Je leur dis pourquoi. Il me dit parce que vous vivez de ce que vous écrivez. Maintenant, c'est un luxe, plus personne ne fait ça. Donc l'écrivain est assez menacé. Vous considérez que le métier est voué à disparaître, peut-être? Ah non, pas du tout. Ça me surprend de la part d'un éditeur de dire une chose pareille. Bon, les éditeurs sont des gens d'affaires aussi. Hein. Il faut les comprendre. Et ils ne peuvent pas publier à perte pas trop longtemps. Mais je pense que quand on écrit, il ne faut pas se soucier de ça. Quel conseil, justement, donneriez-vous aux jeunes écrivains aujourd'hui qui rêvent de publier leurs livres? Oui. Pour moi, la grande part de ma vie est reliée à une vie matérielle et irréelle, la vie des rêves. Quelquefois, je fais des rêves tellement puissants que quand je me réveille, j'ai l'impression que c'est là que je m'endors, que c'est le rêve qui était la réalité. En tout cas, aujourd'hui, quel héritage littéraire aimeriez-vous léguer ou laisser, en tout cas, aux jeunes générations? Oui, c'est assez difficile de répondre à cette question. Je ne crois pas que j'ai vraiment une réponse. Est-ce que vous avez un message, en tout cas, alors, un message. à transmettre? J'ai envie de dire ce que j'ai déjà dit quelquefois dans des rencontres avec des étudiants, par exemple. C'est cette citation de Polonius à Hamlet, « Be true to yourself », c'est-à-dire soyez fidèle à vous-même. Et comme le jour découle de la nuit, il en découle que vous devez être fidèle à tout le monde. Être fidèle à soi, un message fort en tout cas. Si on devait, pour conclure, hein, faire le rapport entre le premier et dernier, en tout cas le plus récent de vos romans, qu'est-ce que vous diriez? Le premier, en fait, ce n'était pas le premier, puisque je vous ai dit, à 8 ans, j'écrivais déjà des romans. Mais le premier pour lequel un éditeur m'a dit « d'accord, on publie », ça a été un choc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et j'ai été un peu étonné. Et le roman a reçu un prix, heureusement, un prix littéraire qui m'a fait connaître. Et donc j'ai enchaîné sur d'autres livres. Ça a été comme comme une poussée. On m'a poussé dans l'action. Une quarantaine de livres, en tout cas, publiés. Oui, une quarantaine de livres. Et le dernier, qui est un essai, en fait, le résultat d'une conférence que j'ai prononcée à Marrakech il y a 1 an à peu près, qui s'appelle « Identité nomade », dans lequel j'ai pu cerner de près mes obsessions et ce qui me constitue, ce que je crois important dans ma vie, c'est-à-dire les identités multiples et la nécessité de rencontrer les autres. Et puis cette universalité également de votre écriture, qui transcende un petit peu les frontières. Ouais, le ciel vous entende. Merci à vous, Jean-Marie Gustave Leclézios. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes écrivain, prix Nobel de littérature de 2008. Merci Myriam et bonne chance dans la vie. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.